Hillary Clinton, David Petraeus, John McCain. C'est la reprise, Thierry, ça y est. Excuse-nous Thierry, on prend tout de Ouais, suite. on va est à être l'antenne. en ligne là. Bah justement, bah écoute, je vais te laisser continuer, mais bon, expliquer un peu aux métanautes qui nous suivent et qui sont, alors là, il faut bien le dire, ultra nombreux. Hein, voilà, ça a pété tous les scores. Hein, autant vous dire que là, on a beaucoup de gens connectés. Bah, merci à vous en tout cas. Et donc Thierry, tu nous disais que Oui. pour bien Il y avait comprendre, deux voilà, choses. il fallait bien comprendre l'implication de certaines entreprises. Oui, d'abord, les multinationales jouent aujourd'hui un rôle dans la politique internationale. Par exemple, le Qatar, c'est pas un État, c'est un truc minuscule. Il y a personne qui habite au Qatar, c'est un désert, c'est rien. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a au Qatar? Il y a une base des États-Unis et il y a des, euh, un système d'exploitation du gaz qui a été installé là par les Rockefeller il y a quelques années, c'est tout récent, et qui est exploité par ExxonMobil. Donc aujourd'hui, peut-être que le Qatar a une politique, mais franchement, tout le monde s'en fout, c'est rien le Qatar. Par contre, quand ExxonMobil utilise le gouvernement du Qatar pour faire quelque chose, là ça compte, là c'est très important. ExxonMobil, ça a ça doit être la troisième ou quatrième multinationale dans le monde. C'est un pouvoir gigantesque. C'est beaucoup plus important que la France, ExxonMobil. Hein. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et je disais pas autre exemple que David Petraeus, qui est le fondateur de Daesh, qui en est toujours le parrain le plus clair. Hein, euh, il est venu faire une conférence à Erbil il y a quelques semaines où il a dit Daesh n'est pas notre ennemi. Hein, notre ennemi, c'est l'Iran, il a dit, c'est pas Daesh. C'est clair. Ah bah moi les choses sont claires. Hein. C'est On peut pas être exactement plus ce que clair. disait l'ancien Donc, ce ambassadeur d'Israël aux monsieur, États-Unis. aujourd'hui, il est le conseiller géopolitique d'un très grand fonds de placement aux États-Unis, le fonds KKR. Voilà. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'était que nous raisonnons selon un schéma ancien où il y avait des États face à d'autres États. Mais aujourd'hui, avec le processus de la globalisation, où on a essayé de diminuer le pouvoir des États, il y a un phénomène qui apparaît où à l'intérieur de toutes sortes d'États, y compris en France, il y a plusieurs politiques qui sont menées en même temps, et des politiques complètement contradictoires. Alors, c'est très visible aux États-Unis, où la Maison-Blanche a une politique qui vise à assurer le leadership des États-Unis sur le monde. Mais il y a un autre groupe, composé à la fois de démocrates et de républicains, et d'ailleurs plutôt de démocrates que de républicains, un autre groupe autour de Hillary Clinton, de David Petraeus, de John McCain pour les républicains, ou de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, mais qui est très important, qui est Feltman, Jeffrey Feltman à l'ONU. Ces gens-là, eux, ils ne visent pas le leadership, ils visent la domination complète. C'est tout à fait une autre stratégie. Et donc, ces groupes s'opposent violemment. On l'a vu pendant la guerre de Libye, on le voit là pendant la guerre de Syrie. Et c'est une chose terrible parce que on peut négocier la paix avec la Maison-Blanche, mais la Maison-Blanche n'a pas les moyens de faire la paix. Il y a d'autres groupes qui décident à sa place ce que fait sa propre armée. Pendant un an, le président Obama a dit on crée une coalition internationale pour bombarder Daesh. Mais ils n'ont jamais bombardé Daesh. Ils lui ont largué des armes. Il y a plein de témoignages de ça. Et ça a duré jusqu'à ce qu'il y ait l'accord entre la Maison-Blanche et l'Iran. Et là, tout d'un coup, Obama a essayé de reprendre en main cette coalition. Il a viré le général qui dirigeait cette coalition. Et puis, il a essayé de commencer à faire quelque chose avec les Russes. Mais tout lui échappe des mains. Donc, le monde est en train de changer d'un paradigme où il y avait quelques États très puissants, puis après un seul État super puissant. Et maintenant, il y a plus vraiment
de leadership nulle part parce que tout le pouvoir se désagrège partout en même temps. Qu'est-ce que toi tu voulais intervenir, Jean-Loup, justement sur cette affaire? Oui, donc c'est quand Thierry dit que le pouvoir se désagrège partout en même temps, est-ce que tu penses aussi au bloc de l'Organisation de la coopération de Shanghai? Alors, bon, c'est différent là, mais... Ouais, mais le même processus, je veux dire? Non, d'abord, bon, pour ce qui est de la Chine, il y a un pouvoir très fort parce que les Chinois sont restés vraiment chinois. Ils sont totalement hermétiques au rêve américain et à toutes ces conneries. Donc, leur gouvernement garde une certaine autorité. Mais pourtant, bon, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine ces temps-ci, et les responsables chinois que j'ai vus m'ont dit on ne peut pas vous faire donner de visa par le ministère des Affaires étrangères parce que le ministère des Affaires étrangères, dès qu'on fait quelque chose, les États-Unis sont au courant. Ouais, c'est quand même incroyable. Et alors, pour ce qui est de la Russie, la Russie est en train... D'abord, la Russie, il faut le dire aujourd'hui, parce que personne n'en a conscience en Europe, mais la Russie est la première puissance militaire mondiale. Les États-Unis sont archi dépassés, c'est fini. L'OTAN, ça ne vaut plus rien, puisque la Russie a maintenant une arme qui lui permet de déconnecter les commandes des armes des États-Unis. Ils ont déployé ça ici en Syrie, mais ils l'ont déployé également en Ukraine, en Crimée et à Kaliningrad. Ouais. Donc, entre les États-Unis et la Russie, la Russie pourrait utiliser ses armes, mais les États-Unis auraient beau appuyer sur les boutons, les missiles ne partiraient pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la Russie est aujourd'hui la première puissance militaire mondiale. Donc ça bouleverse tout, partout. Mais en Russie, alors que le Kremlin a un pouvoir vraiment important, il y a une partie du système qui est tenue par quelques milliardaires, et cette partie du système est beaucoup plus tournée vers l'Occident que vers les intérêts de la Russie. Le président Poutine n'est absolument pas un tsar, un dictateur qui gouverne tout chez lui. Il est au contraire en bataille permanente pour essayer de conserver le pouvoir politique face à des financiers qui veulent le saper. Voilà. Donc, même là-bas, il y a des problèmes, mais ce n'est pas le type de problème qu'il y a en Occident où il y a deux politiques en même temps. Là-bas, c'est le pouvoir politique qui combat contre le pouvoir capitaliste, mais il n'y a qu'une seule politique. Par exemple, l'armée russe, il n'y a qu'un seul chef, ça c'est très clair. Alors que l'armée des États-Unis, vous avez un bataillon qui fait autre chose, et puis vous avez un grand chef ailleurs qui fait quelque chose de complètement contradictoire. Ça, c'est n'importe quoi, cette armée. Tu voulais intervenir, par rapport juste à la Chine, il faudrait dire qu'il y avait deux volets de déstabilisation de la Chine, deux volets qui ont toujours été utilisés par les États-Unis pour déstabiliser la Chine. Oui. Et c'est le mouvement de Dalai Lama au Tibet, qui depuis les années 50, le Dalai Lama était un agent de la CIA. Et il a travaillé pour le CIA pendant des années pour cette lutte, pour créer un État des lamas, effectivement une dictature lamiste, parce que c'est une des pires dictatures de l'histoire de l'humanité. Le Tibet sur la dictature des lamas, c'était affreux. Et ces mouvements d'indépendance du Tibet, ça a toujours été un mouvement terroriste. Hein. Il y a toujours eu des attentats terroristes et maintenant des kamikazes. On a beaucoup de kamikazes. On voit la presse occidentale parler de ces kamikazes comme des martyrs. On utilise le langage de terrorisme pour le justifier.
Et l'autre, bien évidemment, c'est les Ouïghours. C'est les Ouïghours, Le congrès mondial des Ouïghours, c'est à Washington. Donc, bien évidemment, il y a des Ouïghours en Syrie. Oui, Thierry oui, c'est un énorme problème aussi. Mais ça crée des problèmes avec la Turquie surtout, parce que les Turcs ont beaucoup d'influence dans le Xinjiang, parce que c'est appelé le Turkménistan, le Turkestan de l'Est. Et c'est eux qui font les guerres un peu ils font des sous-traitances de terreur en Asie centrale. S'il y a un autre élément autre élément complexe dans cette affaire, c'est le rôle de la Turquie en Asie centrale, avec le soutien de ces groupes turcophones, etc. Donc je pense que je suis d'accord avec ce que Thierry Meyssan a dit par rapport à l'État chinois. Je pense qu'il y a l'État chinois est suffisamment fort pour pouvoir mater les révoltes terroristes des Ouïghours et le mouvement au Tibet, parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, je pense que là, c'est vraiment l'avantage. On a essayé la révolution colorée aussi, bien évidemment, en Hong Kong, il y a 2 ans. Donc, mais en fait, même pendant le printemps arabe, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'ambassadeur américain était filmé par quelques activistes, quelques internautes dans les rues. Je ne m'en souviens plus le nom de la ville. C'est une ville en Chine, en tout cas, où les Américains ont essayé de rassembler les gens pour poursuivre le printemps arabe, quoi. Donc c'était assez pathétique de voir l'ambassadeur était là entouré de gens, mais il n'y avait pas trop de gens. On regardait des images diffusées sur peut-être une autre chaîne, peut-être une chaîne américaine, sur le printemps arabe et tout ça. Et on avait l'ambassadeur parmi la foule. Mais je pense que la puissance militaire de la Chine, ce n'est pas à sous-estimer. Et c'est une certitude que maintenant les Russes c'est la première puissance mondiale. Et tous les autres États du monde maintenant veulent acheter des armes russes. Récemment, ils ont signé des contrats énormes avec le Brésil, par exemple. C'était une des raisons pour lesquelles les ONG américains et les réseaux de déstabilisation américaine ont essayé de déstabiliser le Brésil en 2013. On avait Havas, on avait tout ces... Donc, c'est parce qu'il y a un rapprochement, bien évidemment, entre le renseignement brésilien et Moscou. Donc ça se passe un peu partout, parce que quand ils vendent des armes qui sont moins chères, qui sont de meilleure qualité, et même des États clients en Afrique, on a vu récemment Museveni d'Ouganda, qui était mis en place par les États-Unis pour servir les intérêts des États-Unis. Maintenant, c'est quelqu'un qui se rapproche beaucoup plus des Russes. Il a dit récemment, il a été décoré par l'État russe, il a dit récemment, bon là, il faut que les Russes interviennent plus en Afrique, c'est-à-dire pour contrecarrer l'Africom. Et lui, il est aussi en train de faire beaucoup de travail pour les Chinois en Somalie. C'est-à-dire, là, vous avez en Somalie le Chebab, et bon, avec des liens très très étroits avec le CIA et le Mossad. Et maintenant, tu as une armée ougandaise très forte, très puissante, qui voit que, en fait, finalement, la région de l'Afrique de l'Est ne va pas arriver à sortir de la misère si il ne signe pas de contrat avec les entreprises chinoises. C'est-à-dire que chaque fois quand on remplace un dictateur en Afrique, on n'arrive jamais en fait à affaiblir la Chine. Et même la Chine en Afrique sont en train de s'imposer beaucoup plus. On a vu récemment une base militaire à Djibouti. À Djibouti, oui. Donc il y a, je pense entre la Cameroun et en Cameroun aussi, parce que l'Afrique Média avait révélé il y a 1 an, je pense, que les forces spéciales françaises avaient été arrêtées en Cameroun, luttant à côté de Boko Haram. Il y a un avion français aussi qui s'est fait prendre. Et ils ont été répatriés, etc. Et maintenant, le gouvernement français met pression sur le gouvernement camerounais d'arrêter, de censurer la chaîne Afrique Média, et aussi des sociétés civiles. C'est une autre chose quand on a parlé de quatrième
la guerre de quatrième génération, on a parlé de ces deux aspects, c'était la révolution colorée et le terreur. Et en Afrique, on a maintenant des sociétés civiles partout, pratiquement dans chaque État. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris pendant le printemps arabe, c'est que tu peux avoir un dictateur qui sert les intérêts des Occidentaux, mais il faut toujours avoir la société civile aussi dans l'opposition qui peut être utilisé pour mettre pression sur ce dictateur quand il va en Chine ou en Russie signer des contrats. Ce qui est en train de se passer partout en Afrique. Et c'est vraiment c'est quelque chose... c'est un signe de désespération, je pense. Donc, tu as de plus en plus des leaders africains qui se tournent vers la Chine. Je pense que c'est inévitable maintenant. C'est basculement, parce qu'on voit bien vers l'Orient. Parce qu'il y a une volonté d'amener, comme le disait tout à l'heure Thierry, cette volonté d'amener le chaos en Europe. Mais on voit qu'aussi, parallèlement, on amène le chaos en Afrique. Partout. Ils sont en train de mener une guerre contre la Burundi depuis le mois d'avril. Ouais. Et avec ces sociétés civiles et des groupes terroristes. Oui, parce que alors l'Est de l'Afrique est mis à feu et à sang depuis un certain nombre d'années maintenant. On voit maintenant déstabilisation de l'Afrique centrale avec le Centrafrique, le Tchad, et puis évidemment le cas de la Côte d'Ivoire aussi qui a été très très déstabilisé. Et le Nord Nigeria aussi complètement déstabilisé avec ce groupe aussi apparu qui semble être aussi, lui aussi, l'émanation d'une force contrôlée par des services de renseignement, puisque comme tu le précisais, il y a eu des militaires français qui sont fait interpeller au Nord Cameroun. On a eu aussi un avion français qui s'est fait prendre un peu la main dans le sac avec une fausse immatriculation russe. Non, au Nigeria, c'est au Nigeria. Mais voilà, il a dû faire un atterrissage d'urgence en fait. Et visiblement, il avait une fausse immatriculation russe. Et puis c'est toujours le russe, ça. Les pauvres Russes, même quand ils font rien, on va leur mettre sur le dos. Et visiblement, c'était un avion qui livrait des armes à Boko Haram. Avec Boko Haram qui a été mis en place par les États-Unis du reste et pas à n'importe quel moment. Parce que jusqu'à présent, c'était essentiellement les sociétés occidentales, anglaises, British Petroleum et états-uniennes qui pompaient le pétrole du Niger. Et il y a eu un renversement de la situation lorsqu'une compagnie nationale chinoise a passé un accord avec l'État du Niger pour exploiter le pétrole du Niger. Mais contrairement aux transnationales capitalistes, les Chinois ont proposé, dans le cadre du partenariat, un prêt pratiquement à taux zéro pour moderniser tout le chemin de fer sur le Niger. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu Boko Haram, avec l'objectif, bien évidemment, d'essayer de contrer l'influence chinoise sur cette partie de l'Afrique. Oui, parce qu'en plus, Boko Haram, on le voit, on va dire, très concentré sur le nord du Nigeria, mais ça déborde sur le Cameroun, sur tous les voisins, finalement, qui sont tous en train d'être déstabilisés dans cette région. C'était le même objectif, c'est de déstabiliser. Et on retrouve encore partout les services états-uniens. Je veux dire, si on superpose une carte des conflits et une carte des bases états-uniennes, on trouvera toujours, dans chaque conflit, à l'origine ou un peu en amont, la présence des États-Unis, au travers d'associations, au travers de bases militaires, et qui, en termes d'activité, c'est-à-dire de structuration, d'organisation de mouvements, comme on disait, mouvements sociaux, d'essayer d'exploiter, de diviser les gens sur la base, les peuples, sur la base parce qu'il y a toujours un prétexte de religion. Alors, Boko Haram, ce serait une espèce de conflit présenté entre chrétiens et musulmans. On nous présente toujours un peu la religion chiite contre sunnite. Les religions, quelles qu'elles soient, ont toujours servi la division des peuples. Et ça, les capitalistes le savent très bien. Exploiter la religion pour diviser les peuples. En plus, ça est rendu très possible. Alors ça, Thierry, toi, tu contrediras pas, j'imagine, par, on va dire, l'atomisation de la Libye. La Libye qui, aujourd'hui, comme aussi tu nous l'avais anticipé aussi depuis longtemps, tu parlais de somalisation. Oui. C'était le terme, je me rappelle, que tu avais employé en disant que tu voyais une somalisation de la Libye après évidemment la guerre qu'a menée l'OTAN. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, on est vraiment dans cette... Alors, il faut se rendre compte qu'actuellement, depuis que la Libye a été prétendument libérée
de la Jamaïa arabe libyenne, eh bien, depuis ce moment-là, les 2 tiers de la population ont fui le pays. Les 2 tiers. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ça parle de soi-même. Hein. Les gens préféraient avant plutôt qu'avec l'OTAN. Voilà. C'était une des guerres les plus obscènes que j'ai jamais vues. J'étais vraiment choqué par l'absence de manifestations contre cette guerre. Je pense que une des raisons pour laquelle c'est aussi la façon dont les États-Unis sont en train de promouvoir la politique étrangère. C'est-à-dire, ce que j'ai toujours dit sur le printemps arabe, que c'était vendu comme un soulèvement populaire contre un dictateur pro-américain. Ce que j'entendais beaucoup dans même des réseaux, même dans l'Internet un peu. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens pensaient que c'était un soulèvement spontané contre l'exploitation, contre la misère. Bien évidemment, il y avait des misères. On l'a utilisé. C'est ça la stratégie américaine. On utilise la misère comme un atout militaire. Mais le côté d'organisation, préparation du printemps arabe n'était pas du tout compris par beaucoup de gens. Et malgré le fait que les États-Unis c'était tout à fait ouvert, mais quand Condoleezza Rice avait donné un discours devant AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee aux États-Unis, en 2006, où elle a parlé du projet du nouvel Moyen-Orient et le projet de démocratisation. Elle avait dit à l'époque que George Bush avait changé la politique. Il avait donné un discours où il disait bon, on change la politique, c'est-à-dire maintenant. Parce que l'hypothèse étant que les États-Unis ont été frappés en 11 septembre par des extrémistes, donc si on n'arrive pas à démocratiser le Moyen-Orient, les Arabes vont nous attaquer. D'accord ? Donc il avait changé la politique, c'est-à-dire on va avoir une démocratisation de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et c'était présenté vraiment comme quelque chose de populaire, voilà, les masques. Et donc, pour moi, l'origine de tout ça, c'est du trotskisme. Ça revient de l'idéologie trotskiste, c'est-à-dire c'est du capitalisme qui se déguise en socialisme. C'est ça. Et si on regarde si on pense aux gens qui ont créé le National Endowment for Democracy en 1983, c'était de Trotsky, c'est-à-dire il venait de l'international socialiste. Donc on assiste à un international capitaliste, comment dirais-je, une révolution permanente de capital. C'est ça. Donc, dans ce sens-là, les néoconservateurs ont beaucoup été influencés par les idées de Trotsky, surtout. Et c'est ce qu'on est en train de voir un peu en Afrique. C'est-à-dire, il y a des oppositions aux dictateurs, parfois, c'est-à-dire des gens comme des clients, des Occidentaux, comme dans beaucoup de pays. Mais en même temps, vous avez une opposition complètement contrôlée par les ONG américains. Et c'est toujours cette forme de faux gauchisme. Donc je pense que ça n'a pas été compris par beaucoup de gens et ils se trompaient royalement. Et même les analystes pour qui j'ai beaucoup de respect, en fait, ils n'avaient rien compris. Ils pensaient que c'était une révolution populaire, et puis il y a eu la contre-révolution. La guerre en Libye, c'était la contre-révolution des Occidentaux parce qu'ils voulaient empêcher la révolution, le printemps arabe. Donc c'était de non-sens pur et dur. Il faut comprendre que les Occidentaux n'ont jamais soutenu des révolutions populaires. Jamais, 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 ils vont jamais soutenir. Les empires ne soutiennent pas les révolutions populaires. Donc bien évidemment, l'empire est toujours contre-révolutionnaire. Donc, c'est une leçon de base, c'est les premières leçons. Hein, dans le cours sur l'impérialisme, l'Empire soutient toujours la contre-révolutionnaire. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Donc, dès que tu vois un article dans la presse disant qu'il y a un soulèvement populaire, les gens... Il faut avoir des doutes tout de suite. Hein, il faut réfléchir. Mais ils n'ont pas réfléchi. Pourtant, M. Hollande nous explique que avec ces grands alliés démocrates que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, il soutient une révolution populaire ici en Syrie. Oui.
Mais comment ils arrivent, alors ça, justement, la question que je pose, j'ai envie de la poser à vous trois, mais comment ils arrivent justement à nous vendre à chaque fois comme ça des histoires, comme on dit, Ils sont à dormir debout. hein. Truc énorme. Ouais. Oui, oui. On nous vend un storytelling à chaque fois de chaque guerre qui prépare l'opinion publique en fait à accepter l'idée même de la guerre, parce que comme tu l'as précisé, la guerre en Libye n'a pas soulevé effectivement, on va dire, beaucoup d'opposition au sein de la population, parce que la majorité des gens pensaient que c'est une révolution populaire, Kadhafi de toute façon un horrible personnage et que le monde serait mieux sans lui. C'est comme ça que ça s'était présenté en fait à la population occidentale, et les gens l'ont acquiescé, j'ai envie de dire, ils ont admis qu'il y avait une part de vérité, un peu comme sur cette révolution syrienne, où pour le coup, j'ai quand même envie de dire que depuis les attentats justement du 13 novembre, on constate un changement de position quand même des éditorialistes dans la majorité des médias mainstream, qui aujourd'hui admettent l'existence de ces groupes djihadistes, on en parle ouvertement, et on parle aussi, mais alors... On y va du bout des doigts pour parler de notre implication réelle. On préfère, j'ai entendu quand même, qu'on a mis ça sur le dos évidemment de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui sont véritablement impliqués, mais sans jamais évidemment parler de notre propre implication. D'ailleurs, toute la classe politique s'est offusquée des propos de Bachar el-Assad à la suite des attentats, qui avait dit mais la France ne fait que finalement que payer la politique qu'elle a soutenue. Une parole que, pour ma part, j'avais trouvé assez sensée, mais qui n'a pas du tout plu à tous les hommes politiques qui se sont dit c'est une provocation, etc. Alors que... Oui, mais enfin, la question qui est posée, c'est celle des médias français aussi. Oui, mais exactement. Oui. Moi, je vois au fil de mon enquête, si vous voulez avoir des renseignements sur ce que font les militaires et les conseillers de la DGSE en Turquie ou en Jordanie contre la Syrie, pour prendre le cas de la Syrie, vous lisez la presse anglaise, vous lisez la presse russe, vous lisez la presse libanaise, mais si vous regardez la presse française, vous ne trouverez rien. De même, si vous voulez, ça va très loin, c'est une désinformation totale. Vous avez vu qu'au début de 56 du tome 1, je publie 3 photos que vous ne verrez jamais dans les médias français, où l'on voit des millions de Syriens qui sont dans plusieurs villes de Syrie en train de manifester, non à l'agression étrangère, non à la guerre. Alors évidemment, ils ne peuvent pas montrer ces photos parce qu'ils ont reproduit systématiquement les communiqués de l'Élysée-Matignon qui disaient « Voyez, Bachar el-Assad est un dictateur, il tire sur son peuple ». Alors, quand vous dites qu'un dirigeant politique d'un pays tire sur son peuple, vous ne pouvez pas montrer des photos, vous voyez des millions de personnes du même peuple en train de lui manifester son soutien contre l'agression étrangère. Du reste, M. Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères, M. Juppé, avec son Premier ministre, M. Fillon de l'époque, puis après M. Hollande avec son Premier ministre et puis M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, ont utilisé ni plus ni moins que les méthodes de propagande qu'utilisaient les nazis en 1939, quand ils ont envahi d'une part d'abord la Pologne et puis la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire qu'ils retournent, si vous voulez, leurs crimes contre les pays, contre leurs victimes, en faisant porter, ils font porter à leurs victimes les crimes qu'ils commettent à leurs propres victimes, et ils transforment la vérité, ils font de leurs paroles, si vous voulez, de la vérité officielle, la vérité officielle. On l'a vu après beaucoup plus tard, et ça dans le tome 2 je le décortique, sur le cas de l'accusation, par exemple, l'armée syrienne a utilisé des armes chimiques. Je reprends tout un tas d'articles de la presse, aussi bien la presse écrite, la presse parlée, et quand on met les titres les uns derrière les autres avec les jours, les heures, etc., et puis que l'on voit la réalité, on comprend comment s'organise le mensonge sur un simple problème. Vous avez vu dans le tome 1, je parle d'une dépêche de l'AFP où il y a eu, place du Trocadéro à Paris, une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de Syriens
qui protestaient contre l'agression étrangère contre leur pays et qui apportaient leur soutien au président Assad. Alors il y avait dans cette manifestation le drapeau syrien et il y avait également quelques portraits de Bachar el-Assad. Eh bien la journaliste de l'AFP qui était présente sur place, vous avez vu, je reproduis son communiqué, a réussi à transformer cette manifestation en manifestation de la prétendue opposition syrienne. Un mois plus tard, le Parisien libéré procédait de la même manière malhonnête. Alors comment voulez-vous que le gars qui va le matin à son boulot, qui prend un café sur le zinc du bar ou quoi de chez lui en mangeant son croissant et qui jette un coup d'œil sur Aujourd'hui ou sur la presse qui reproduit ces mensonges, quand il voit ça, il n'a pas d'autre source d'information. Donc pour lui, c'est vérité acquise. Alors ça, répété dans le temps, à longueur de jour, d'heures, ça commence le matin, le soir, le journal télé, à longueur d'heure, avec regardez les journaux télévisés aujourd'hui en France. Ce sont des bulletins de santé du Premier ministre et du Président de la République. Il ne se passe pas un journal télévisé sans qu'on vous parle ou sans que l'on donne la parole à un membre du gouvernement ou au Président de la République, au Premier ministre. Je pense juste un petit point sur comment on est arrivé là, dans une situation où les gens croient au droit d'ingérence ou à la guerre humanitaire, ce concept de la guerre humanitaire. Je pense qu'on a travaillé longtemps sur le concept de la guerre humanitaire. Si on pense au conflit de Rwanda, par exemple, en 1991, a commencé une invasion de Rwanda par des rebelles soutenus par les États-Unis, des rebelles qui étaient hébergés, les rebelles de Paul Kagame soutenus par les militaires américains, qui ont détruit le pays, etc., et blâmé tout l'autre côté. C'est-à-dire le Hutu étaient des gens qui étaient blâmés pour le conflit. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ces conflits, on a sacralisé ces conflits dans les médias. C'est-à-dire que le problème Rwanda, il ne faut pas que ça reproduise. On ne parle plus jamais ça. Donc il y a cette idéologie, bien évidemment, ça vient des réseaux de gens comme Bernard Lévy et tout ça. Plus jamais ça. Et on a vu la même chose en Yougoslavie. Donc je pense qu'on et c'était le Rwanda qui était l'origine en fait de la doctrine de la responsabilité de protéger. C'était Kofi Annan qui travaillait sur ce dossier. Donc, il y a un mouvement en France à interdire toute enquête de Rwanda, de ce qui se passait au Rwanda. Donc, on a vu comme les médias ont traité Charles Onana n'a jamais été invité à la télévision française. Le plus grand expert de Rwanda n'a jamais été invité à la télévision. Il est traité comme on appelle négationniste. Pierre Péan aussi a été appelé négationniste par Libération. Donc on travaille beaucoup sur... Il y a toute une guerre psychologique sur les guerres du passé. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont vraiment peur. Et c'est très bien réussi en fait. Chaque fois, il ne faut pas que ce soit un autre Rwanda, donc il faut faire quelque chose. Et bon, il faut comprendre ce qui est en train de se passer tout le temps. Tout le temps, c'est toujours une guerre de procuration, c'est toujours des rebelles. L'Empire adore les rebelles, mais déteste les révolutionnaires. C'est la différence. Un rebelle, c'est quelqu'un comme Franco. Franco était un rebelle. C'est une rébellion en Espagne contre la République. Et moi, j'entends, combien de temps j'ai entendu à la radio ou j'ai vu à la télévision, les gens comparant la guerre en Syrie avec les guerres en Espagne. Et là, et après, c'était mutatis mutandis. C'est-à-dire que là, il faut dire que bon, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est bon, il faut changer le rôle, mais quand même, c'est comme en Espagne. C'est n'importe quoi. En Europe, en fait, on a plus d'intellectuels à l'université. On n'a que des crétins qui enseignent, qui donnent des cours et qui ne comprennent rien de l'histoire. C'est manque de connaissances historiques parmi les journalistes. Parmi les journalistes arrivent dans les pays, je l'ai vu quand j'ai regardé les guerres en Libye, des journalistes de Sky News
il y avait un crétin qui parlait avec moi, c'était n'importe quoi, c'était vraiment, je me suis dit, cet homme-là, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui se passe, il n'est rien du tout. Et c'est ce type de personnes qu'on envoie dans ces conflits. C'est assez jeune, pas expérimenté, et pas du tout formé, mais bon, il y a un bourrage de crâne, en tout cas dans les écoles de journalisme. Et c'est ça aussi, donc les gens ne sont pas du tout capables de réfléchir. Et si on arrive, quand j'étais en Syrie en 2011, je suis arrivé un mois après le début du conflit, et on peut arriver dans un pays, et si on parle qu'avec les gens qui n'aiment pas Bachar al-Assad, on peut partir pensant que oui, c'est vrai ce que le média raconte. Quand j'étais dans un hôtel, j'étais à l'hôtel de Damas, j'ai regardé les BBC. Juste pour te dire aussi qu'il n'y avait pas de censure de médias. J'étais sur Facebook, voilà, on était un peu, je lisais Le Monde, il n'y avait pas, alors qu'en France c'était difficile d'avoir l'information sur la Syrie. Mais on pourrait, si on parle avec des gens qui sont opposés à Assad, j'ai parlé avec pas mal de jeunes qui étaient proches de frères musulmans, qui soutenaient les frères musulmans et qui regardaient que les médias des occidentaux. Il y a le BBC, Al Jazeera surtout, et qui était très très influencé par tout ça. Mais on pourrait partir du pays avec les mêmes impressions que, c'est-à-dire, oui, Bachar al-Assad, c'est parce qu'il y a son portrait partout, et voilà, donc c'est une dictature. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas les connaissances du contexte du conflit et les connaissances historiques, les journalistes, ils arrivent, ils sont accompagnés par tout un réseau de renseignements pour leur protection, etc. Et ils projettent leurs propres préjugés à leur reportage. Une vision de la situation et puis, je pense qu'il faut aussi se poser une question, pourquoi nous-mêmes, nous croyons des bêtises? Parce que y a des phénomènes, on dit toujours que c'est la faute des journalistes qui répètent des âneries et qui nous bourrent le crâne. Mais d'abord, s'il y a quelques journalistes qu'on envoie sur les zones de guerre et qui, eux, sont des manipulateurs professionnels, la grande majorité des journalistes, ce sont des gens comme nous. Donc pourquoi est-ce qu'ils croient des bêtises et qu'ils essayent de nous y faire adhérer? Et pourquoi nous, alors que à certains moments nous avons des éléments qui nous montrent que quelque chose ne va pas, pourtant, nous croyons ce qu'on nous dit. Moi, je me pose cette question parce que, par exemple, je me souviens que quand, je suis un peu plus vieux peut-être que vous, mais quand François Mitterrand a été élu, la première fois, j'ai voté pour lui. Mais à ce moment-là, je n'avais pas d'expérience politique, je ne savais pas les choses, etc. Bon, j'étais séduit par son discours et tout. Mais quand il s'est représenté la deuxième fois, je l'avais déjà approché, j'avais déjà travaillé pour lui, je savais qui c'était. Et pourtant, j'ai voté pour lui une deuxième fois. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis incapable de me le dire aujourd'hui. Et immédiatement, ça a été l'affaire au Rwanda, ça a été tout un tas d'autres choses. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, alors que je savais qui était cet homme, je connaissais son passé, son rôle à Vichy, etc., même si le public ne le connaissait pas, mais moi je connaissais tout ça, pourquoi j'ai voté pour lui? Et je pense que souvent, on se laisse convaincre simplement parce qu'on suit un mouvement général et qu'on n'a pas confiance en soi-même, en fait. C'est très difficile de se dresser contre la quasi-totalité des gens autour de nous. Oui, parce que c'est vrai que immédiatement on passe on est un peu un paria. Après, on a inventé tout un tas de termes aujourd'hui, complotistes, conspirationnistes, oui, etc. Oui. Donc, qui sont un peu des sortes de tasers idéologiques, on pourrait appeler ça comme ça, qui courent à toute forme de débat, toute forme de questionnement, puisque finalement, les gens qu'on appelle souvent complotistes ou conspirationnistes sont des gens qui posent des questions et qui demandent des réponses souvent à des faits établis, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Mais je reprends cet exemple de François Mitterrand, parce que j'ai revoté pour lui la deuxième fois. J'ai travaillé avec lui après.
Je savais qui c'était et j'étais toujours fasciné. Ce type était tellement, je ne sais pas comment dire, moi il me fascinait et pourtant je savais qui c'était. Pourquoi j'ai accepté ça? Je ne sais pas. Ça, c'est intéressant, effectivement. Alors, il y a une question, parce que là, il faut que je prenne aussi les questions du public, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a répondu à beaucoup de questions, hein, sans le vouloir, au cours de l'entrevue, en particulier, où beaucoup de gens demandaient justement l'application sur la Chine et justement sur les origines de Daesh. Donc, je pense qu'on a répondu à leurs questions. Mais il y a une question qui revient souvent, justement, bah là, elle s'adresse à toi, Thierry. C'est la situation actuelle par rapport aux opérations militaires que mène la Russie. Est-ce que, puisqu'on vit une espèce de, j'ai envie de dire, de guerre de l'information, puisque d'un côté on a des médias occidentaux qui nous disent cette opération est un échec, c'est n'importe quoi, les Russes y frappent apparemment dans le vent, ou alors les mauvais rebelles, hein, voilà, on nous a souvent dit ça, ils frappent les mauvaises personnes. Qu'en est-il réellement voilà, de cette... Alors d'abord, ce qui caractérise les opérations militaires aujourd'hui, c'est que la Russie a déployé donc une arme nouvelle qui lui permet non pas de brouiller, mais de déconnecter les communications et les commandes de l'OTAN. Donc cette arme a été déployée dans un rayon de 300 km alentour de l'attaqué, c'est-à-dire la partie méditerranéenne de la Syrie, mais débordant légèrement au nord de la Syrie et incluant la base d'Incirlik en Turquie, c'est-à-dire la plus grande base de l'OTAN dans cette région. Et donc, l'OTAN ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette zone de 300 km de rayon. Et bien évidemment, la Russie tient à conserver cet avantage et ne communique pas sur les opérations militaires, et l'armée syrienne ne communique pas sur les opérations militaires qui ont lieu depuis maintenant 2 mois dans cette zone-là. D'accord. Alors, donc je ne vous dirai rien à ce sujet, mais vous pourrez entendre certainement qu'il n'y a pas pour le moment d'avancée au sol importante des troupes de l'armée arabe syrienne. Or, comment dire, c'est tout à fait logique dans le cadre de la stratégie qui a été choisie, puisque pour le moment, il s'agit de détruire les centres de commandement et les usines de fabrication de munitions que Daesh avait installées ou que Al-Qaïda avait installées. Et ça va très loin. Vous savez que c'est une guerre qui dure depuis plusieurs années et que les Occidentaux ont amené là-bas un matériel incroyable. Il y a des foreuses qu'on utilise pour le métro. Vous voyez, si ce n'est pas importé, je ne sais pas où ça se trouve. Hein. Des foreuses qu'on utilise pour le métro et qui ont permis aux différents groupes terroristes d'installer des tunnels ici et là. Ils ont construit des bunkers souterrains pour installer leurs états-majors. Donc il y a énormément d'ouvrages qui ont été construits. Et ça, seule l'armée russe avait les moyens de les détruire avec des bombes pénétrantes, etc. Bon. Donc d'abord, on détruit ça. Et après, il doit y avoir une avancée des troupes au sol. D'autre part, les troupes russes interviennent pour le moment dans ce rayon de 300 km alentour de l'attaqué et n'interviennent pas dans la partie est du pays. Alors on pourrait penser que voilà, peut-être ils vont faire ça en 2 étapes ou peut-être ils ne sont pas du tout intéressés pour mener le combat dans la partie est. Et je disais en début d'émission que le Royaume-Uni, la France et Israël ont le projet de créer un faux Kurdistan au nord du pays, un Kurdistan où il n'y aurait pas de Kurdes, hein, puisqu'il n'y a pas de Kurdes qui habitent à cet endroit-là, ou s'il y en a, ils sont 10% de la population, mais il y a 90% de la population qui n'est pas kurde à cet endroit-là. Donc ils voudraient créer un Kurdistan, puis une fois qu'ils l'auraient créé, ils voudraient obliger les Kurdes de Turquie à fuir leur pays, à s'installer là. Donc ça ferait une Turquie vraiment turque, le grand rêve ottoman absolu. Bon. Donc, en fait, actuellement, il y a une opération très vaste qui est préparée à la fois par l'armée
arabe syrienne, par le Hezbollah et par l'armée russe, et une opération dont vous ne verrez le résultat que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, hein, mais vous verrez le résultat de cette opération partout au même moment. Donc, c'est la stratégie qui a été choisie et vous ne devez pas vous inquiéter du fait que pour le moment, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est normal. D'accord, c'est pour ça qu'il règne donc la plus grande confusion hein, vis-à-vis des informations. On l'air de confusionnisme. Ah. Juste une chose, puisque Thierry a évoqué la question du Hezbollah, c'était, rappelez-vous comment dans les médias pendant des années on a entendu parler du Hezbollah comme organisation terroriste. Oui. Mais personne aujourd'hui dans la presse française, pratiquement personne, ne dit que le Hezbollah est engagé aux côtés de l'armée syrienne, aux côtés des Syriens qui se sont organisés en comité de défense populaire pour soutenir leur armée, pour lutter contre les terroristes. Oui. Alors je dis ça aussi, c'est parce que vous avez vu comment dans toute cette campagne depuis des années, on essaie d'amalgamer les trafiquants, les djihadistes trafiquants qui ont été importés en Turquie et les présenter comme des musulmans pour désigner l'arabe, le musulman comme responsable de tous les maux qu'aurait la société française. Alors c'est important de souligner qu'il y a des militants islamistes qui sont les groupes du Hezbollah qui luttent contre le terrorisme sur le terrain en Syrie. Ouais, bah, c'est Absolument. Ouais. En Europe, on a créé aussi cette distinction entre les sunnites et les chiites. Et il faut que tout le monde rentre dans ce clivage et on a une lecture avec les bons sunnites qui sont nos alliés et les mauvais chiites qui sont nos ennemis. Sauf que quand on est sur place au Proche-Orient, le Proche-Orient, c'est pas du tout comme l'Afrique du Nord et ça n'est pas du tout comme les pays du Golfe. C'est trois cultures totalement différentes, même si ce sont trois régions où l'islam est en principe majoritaire. En tout cas, en Syrie, il y a beaucoup de populations qui ne sont ni sunnites ni chiites. Et c'est ça qu'on veut détruire visiblement. C'est clair que ceux-là n'ont pas de place. Ils doivent être éliminés en priorité de manière à ce qu'il y ait ce conflit entre les deux d'islam, on va dire. Deux principales courants d'islam. Oui. On est en train de détruire les États qui sont véritablement des modèles. La Syrie, c'est un modèle de la tolérance, un modèle d'un mécanisme conventionnel. La Libye aussi, bien évidemment. Donc on est en train de détruire des pays qui ont vraiment réussi à s'affermer, des pays postcoloniaux vivant dans une région extrêmement difficile qui est le Moyen-Orient. La Syrie a réussi à s'affirmer comme État-nation. Avec toutes les complexités qu'il y avait, on ne comprend pas, beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que dans un pays comme ça où il y a beaucoup de clans, beaucoup de tribus et beaucoup de potentialités de déstabilisation par ses voisins et par les Occidentaux, etc., si on arrive à avoir un leader fort qui fait ses preuves, comme Hafez al-Assad l'a fait pendant des années, les gens ont tendance à vouloir avoir les continuations de ces pouvoirs. Et c'est la raison pour laquelle les Assad en Syrie, ils ont réussi à gagner la confiance du peuple. Et dans cette situation, on comprend mal parce que nous, en Occident, on ne comprend pas ce qui c'est un leader populaire. Parce qu'on n'a jamais eu un leader populaire chez nous. Donc, quand on voit un leader populaire comme Assad, on dit que voilà, les gens sont forcés d'aller voter. Oui, j'ai vu. Les gens sont forcés d'aller manifester pour lui. Bon, c'est le régime qui met le portrait dans les rues parce que là, tout le monde a peur de lui et tout ça. On ne comprend rien. Mais si François Hollande était capable de résoudre les problèmes économiques de la France et de l'Europe et d'arrêter le terrorisme et il voulait rester au pouvoir pour la vie, je dirais oui, ce serait magnifique d'avoir François Hollande pour la vie s'il était capable de faire ça. C'est-à-dire qu'on est complètement focalisé sur la temporalité.
C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit élu. Et en fait, l'alternance politique, c'est vraiment un arnaque parce qu'on fait une élection, on fait une cercle chaque 5 années, 7 années pour élire un autre homme qui sert exactement les mêmes intérêts. C'est pour ça que dans les pays post-coloniaux, avoir un État fort et un parti hégémonique, c'était très important. C'est pour ça que la Chine n'aurait jamais arrivé à s'affirmer comme puissance industrielle sans le Parti communiste chinois, parce que c'était ces facteurs d'unité et de stabilité dont le pays avait besoin, parce qu'autrement, on financerait l'opposition. Il y aurait une opposition toujours financée par les États-Unis, alors qu'en Chine, il n'y a pas trop de possibilités de déstabilisation. Donc, tous ces pays post-coloniaux ont toujours eu un État fort. Il faut avoir un État fort et un parti hégémonique, même si en Syrie, il y avait des partis d'opposition. Il y a toujours une opposition légale, démocratique en Syrie. Mais c'est un point qu'on ne discute jamais. Il y a différentes formes de démocratie, différentes formes de république, et les formes spécifiques correspondent aux besoins concrets historiques de ces peuples dans leur contexte géopolitique, économique, etc. C'est ça, il n'y a aucune complexité en fait dans l'analyse en Europe, quand on parle des pays comme la Syrie. C'est ça le problème. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Thierry? Oui. D'abord, il y a un régime est adapté à un État, mais des fois, il n'est pas adapté aux circonstances internationales. La Jamaïria arabe libyenne était certainement un système extrêmement démocratique, puisque c'était conçu sur le principe des socialistes utopiques de l'Europe au XIXe siècle. Mais lorsque la Jamaïria arabe libyenne s'est trouvée face à l'OTAN, eh bien, elle n'avait pas les moyens de se défendre, parce que c'était un système trop décentralisé et tout ça. Pour ce qui vient d'être dit sur la Chine, bien sûr, mais je voudrais éviter qu'on en tire une conclusion par rapport à la Syrie. Je tiens à dire que le président Bachar el-Assad a été élu démocratiquement en présence de la totalité des ambassadeurs étrangers qui étaient présents ici. Alors si la France a fermé son ambassade, eh ben, on n'y peut rien, hein. Mais tous les représentations diplomatiques qui sont ici ont suivi cette élection et ont confirmé que c'était absolument démocratique. Il a été très largement réélu, à mon avis, à la manière dont Charles de Gaulle a pu être ovationné à Paris à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pareil, c'est normal, c'est l'homme qui a sauvé le pays jusqu'à présent face à la plus grande coalition que l'histoire n'ait jamais connue, puisque je vous rappelle que en 2012, il y avait 130 États et organisations internationales qui s'étaient coalisés derrière François Hollande pour dire que Bachar el-Assad devait partir. C'est quand même incroyable. 130 États et organisations internationales. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire auparavant. Donc, c'est quand même normal que son peuple se retrouve derrière lui dans ces conditions. Et j'insiste là-dessus parce que je suis ahuri, choqué, quand j'entends des responsables politiques ou des journalistes français dire qu'aujourd'hui, il y a un débat à l'international sur le sort du président el-Assad. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tous les gens qui disent que les grands États devraient décider du sort du président el-Assad, ce sont des gens qui pensent que le suffrage universel n'a pas de valeur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui affichent publiquement leur mépris pour la démocratie. Et ça, venant de responsables français, c'est quelque chose qui me sidère. Oui, parce que finalement, celui qui est le plus droit dans ses bottes là-dessus, c'est Poutine, qui l'a répété encore dans la conférence avec Hollande. C'est aux Syriens de décider l'avenir de la Syrie. Voilà. Et c'est très important parce que depuis le début, le président Poutine n'a jamais dit qu'il soutenait le président Bachar el-Assad. Il a dit qu'il soutenait le peuple syrien. Voilà, le choix du peuple syrien. C'est le peuple syrien qui décide de son président et ça n'est pas lui. Et ça, c'était historiquement la position de la France à l'époque de De Gaulle. Mais aujourd'hui, le discours qui est tenu, c'est un discours exclusivement colonial.
nous sommes la grande puissance, nous décidons pour vous. Nous avons autrefois colonisé la Syrie, nous allons la coloniser à nouveau. Nous avons donc créé l'armée syrienne libre, nous lui avons donné le drapeau de la colonisation française et nous allons reprendre cette colonisation. Et récemment, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing disait que le seul moyen de rétablir la paix en Syrie, il a dit ça au journal Le Parisien, c'était de rétablir un mandat de l'ONU sur la Syrie, c'est-à-dire de rétablir la colonisation de la Syrie, puisque vous savez que l'ONU n'a jamais donné de mandat à personne, ni d'ailleurs la Société des Nations auparavant. C'était les alliés de la Première Guerre mondiale qui avaient donné un mandat, donc une autorisation de coloniser la Syrie à la France, et puis d'autres États à la Grande-Bretagne. Donc ça avait conduit, c'était les accords de Sykes-Picot, de François... Georges Picot et de M. Sykes pour la Grande-Bretagne, et le petit-neveu de François-Georges Picot, de l'homme qui a organisé la colonisation française du Proche-Orient, son petit-neveu, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui disait récemment qu'il fallait rétablir un mandat, créer un mandat de l'ONU sur la Syrie. Ah bah, ironie de l'histoire. On prive les gens de leur... C'est une logique parfaite. De leur dignité, c'est ça. Là, on peut priver les gens de leur dignité. Parce qu'on nie le fait que la Syrie, c'est un état de droit. Combien de fois j'ai entendu que la Syrie n'est pas un état de droit? C'est un état de droit. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a des politiciens élus. Ça a toujours été un état de droit. C'est le grand succès de la République syrienne. C'est ce qu'ils ont construit un état de droit. C'est un pays qui a réussi. Et combien de fois j'entends, ce n'est pas un état de droit, on prive les pays du Sud de leur dignité. On fait exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Oui, on veut délégitimer le pouvoir. Exactement, oui. En Côte d'Ivoire, on a enlevé un président démocratiquement élu. Donc, c'est tout à fait ouvertement colonial. Hein. On avait un consensus médiatique absolu sur tout ça. Oui, c'était pire qu'Hitler, hein, visiblement. Ouais, du reste, il y a quand même un point qui mérite d'être souligné, c'est que je disais tout à l'heure que les médias français, aucun média français n'a parlé des réformes qui ont été entamées sous la présidence de Bachar el-Assad et qui sont poursuivies, y compris, qui se poursuivent toujours du reste, y compris pendant la guerre, des réformes structurelles même qui sont importantes, et de la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, c'est pas quelque chose qui a été décidé comme le sont décidées en France les réformes constitutionnelles par des juges porteurs d'hermine avec le Conseil constitutionnel et quelques notables qui se choisissent entre eux. La constitution syrienne a été débattue malgré la guerre dans tout le pays, dans les universités, dans les campagnes, dans les usines, partout où c'était possible. Il y a eu des rencontres avec des spécialistes de la Constitution, des lois, avec des partis politiques. Il y a 10 partis politiques qui siègent au Parlement, à l'Assemblée du peuple à Damas. Donc, et cette nouvelle Constitution, du reste, il est intéressant de souligner que par certains aspects, elle est beaucoup plus démocratique que la Constitution française, puisque je vais prendre deux articles de loi de cette Constitution. Un qui dit déjà que le mandat des députés est de 4 ans, et un autre article qui, lui, à mon avis, est très important et qui fait que les parlementaires français qui tenaient ces propos et les dirigeants politiques et les journalistes qui tiennent ce propos feraient bien de se renseigner avant de parler, c'est que il y a un article de la nouvelle Constitution qui prévoit que pour 40%, les députés doivent représenter à l'Assemblée du peuple la classe ouvrière, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, tous ceux qui participent à la transformation directe de la matière première, et pour 50%, intellectuels, professions libérales, fonctionnaires. Alors quand on voit ce qui est fabuleux, alors comment ça va rentrer dans la vie, ça va mettre du temps, il faut que la paix revienne, il faut que ça s'installe, mais il y a la volonté politique de faire une démocratie authentique, tout en respectant les principes de l'islam, qui est également présent dans cette constitution. Dans le tome 2, du reste, j'interviewe une députée de l'Assemblée du peuple, et je lui pose cette question sur la présence de l'islam dans la constitution. Mais cela pour dire que quand on voit la composition du Parlement français, et que l'on regarde les professions, la composition sociologique,
la composition socio-professionnelle des députés, mais il n'y a plus un député qui représente la classe ouvrière, il n'y a plus un député qui représente le monde paysan. C'est-à-dire que les forces vives, quand vous avez enlevé les forces vives de la nation, sont complètement absentes du Parlement. Alors, quand vous regardez, quand vous avez enlevé les fonctionnaires qui viennent des finances, quand vous avez enlevé les enseignants, quand vous avez enlevé les magistrats, quand vous avez enlevé les avocats, les dirigeants d'entreprise, mais les forces vives de la nation ne sont plus représentées. Et c'est nous qui nous permettons de donner des leçons au peuple syrien sur qui il doit élire comme président, sur quel devrait être son gouvernement. Mais c'est vraiment, oui... c'est l'âme des colons qui hante encore les couloirs de l'Élysée-Matignon. Et du reste, il faut quand même rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, mais rappeler fortement que les Français n'ont rien fait contre la guerre contre la Syrie, de même qu'ils se sont tus, à part les actions qui ont été menées par, je pense, à BDS par exemple, ou à d'autres organisations, qui ont mené des actions de solidarité avec la Palestine, mais dans leur majorité, les Français se taisent et laissent faire le génocide et le dépeçage du peuple palestinien. Et c'est idem pour la Syrie. Et l'on se permettrait, nous, de venir donner des leçons au peuple syrien qui, malgré la guerre, malgré les difficultés que lui cause l'État français, les dirigeants français, parce que cette guerre, c'est pas la guerre de la France, c'est pas la guerre du peuple français. Cette guerre, c'est la guerre de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et du gouvernement Valls contre la Syrie démocratique. Je pense qu'il faut le souligner parce que les médias français ne parlent pas du tout et ils n'ont pas intérêt à montrer que la Constitution est démocratique. Par contre, vous verrez des photos sur l'un des dirigeants des Frères musulmans reçus par Mme Guigou à l'Assemblée nationale. Là, ça, c'est vraiment... c'est un grand moment de la démocratie française. Une consultation qu'on peut consulter en ligne. C'est en ligne, la constitution syrienne, en traduction anglaise, je pense en français aussi. Donc c'est tout à fait ouvert. On peut lire les articles de la Constitution. Et je suis tout à fait d'accord. Sur le site de l'agence de presse SANA, oui. S-A-N-A, je le dis pour les internautes qui nous écoutent, on peut aussi consulter la Constitution. Oui, et je pense que cet élément aussi de la participation de la classe ouvrière et la paysannerie en Syrie, c'est vrai que le Hafez Assad il a fait beaucoup de réformes agraires quand il a pris le pouvoir, et c'était dans le Moyen-Orient où les conditions de vie étaient moyenâgeuses, c'était vraiment nécessaire. Ils ont fait beaucoup de progrès, donc les paysans ont toujours... il y a toujours un soutien des paysans, et surtout dans l'armée. L'armée était l'armée syrienne, c'est une armée aussi assez prolétaire. Donc c'est vraiment une véritable force du pays. Donc c'est un pays très... Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas... Peut-être, vous allez me corriger, mais je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas eu trop de défections dans cette guerre, c'est qu'on a cet élément de popularité, c'est-à-dire l'armée est assez solide et populaire, et les gens en Syrie, pratiquement chaque famille en Syrie a quelqu'un dans le militaire. Donc quand on voit le mensonge obscène diffusé par les médias occidentaux sur la Syrie, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des soldats, pratiquement de chaque famille. Il y a des familles où il y a deux, trois garçons, et même les filles dans l'armée. Aussi, il faut parler de droits de femmes, parce que quand on parle de droits de femmes, en Syrie, les femmes, ils ont tous les droits, et même si je dirais que les femmes sont mieux respectées en Syrie. Au plan juridique, les femmes ont eu l'égalité juridique bien avant les Français. Oui, mais c'est sûr. Oui. Ils sont mieux respectés en Syrie aussi, parce qu'on a un respect pour... et on voit la diversité, c'est-à-dire des femmes non voilées. Il y a des femmes non voilées, il y a des femmes qui peuvent se voiler s'ils veulent aussi. Donc, tout ça, c'est... C'est pas pour rien que la Syrie a le surnom de cœur de paix du Moyen-Orient. Oui, ouais. Et je voulais te demander, toi justement, qui a une bonne connaissance aussi du monde anglo-saxon, est-ce que dans le monde anglo-saxon, bon, j'imagine qu'il est soumis à la même propagande, à peu de choses près que ce qu'on vit en France, mais est-ce qu'il y a une plus grande liberté de parole? Est-ce qu'il y a aussi plus de conscience de la situation? Parce que moi, quand j'entends les dirigeants américains qui s'expriment souvent sur la Syrie, ils sont quand même... Je les trouve plus francs que nos dirigeants français. En tout cas,
ils affichent un peu plus leurs je dirais- intentions, quoi. Je dirais oui et non. Oui, Donc, d'accord. oui, dans le sens où, si je ne me trompe pas, on ne peut pas être enfermé, emprisonné aux États-Unis si on a des questions sur le Shoah. Si on a écrit quelque chose sur le Shoah qui n'est pas officiel ou quoi que ce soit, s'il y a des problèmes avec ça, je pense qu'on ne peut pas être emprisonné. Alors qu'en France, on France, peut. Mais, faut mieux pas. généralement, non. Généralement, non. Et parce que, bon, moi, je lis la presse anglaise et la presse américaine, bon, la presse en anglais tout le temps, mais bon, c'est la même chose en Allemagne. C'est la même chose en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est-à-dire que moi, je trouve pas, si on veut avoir notre point de vue, il faut aller lire la presse vénézuélienne, il fallait lire la presse russe. Les Chinois ne disent pas trop de choses non plus. Hein. Les Chinois sont très diplomatiques. Ils vont jamais, ils sont très. Vont pas. Moi, quand j'étais en Chine, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les émissions sur la Syrie pour voir ce qui. Parce que je comprends pas le chinois, je ne peux pas vraiment savoir. Mais je dirais non. En général, je pense que j'ai eu des exemples. Je peux citer quelques exemples, peut-être d'exceptions. En Angleterre, il y a eu quelques articles de la presse anglaise, mainstream, Telegraph par exemple, disant il y a 1 ou 2 ans que oui, le gouvernement britannique était du côté d'Al-Qaïda. Et le titre était Monsieur Cameron, pourquoi sommes-nous dans le même camp qu'Al-Qaïda? Et c'était assez honnête comme article, c'était assez surprenant. Je pense qu'en Angleterre, aussi, il y a peut-être un élément idéologique. Parce qu'en France, on a quand même une autre composition politique qui est l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est une monarchie. Donc c'est une monarchie où les rapports, l'histoire est complètement différente que celle de la France. Et en France, on a beaucoup vendu l'idée de la révolution pendant le printemps arabe. C'est-à-dire que combien de fois j'ai entendu les gens dire « Ah oui, c'est comme nous, c'est 1900... 1789. Oui, j'ai entendu ça tout le temps. Et c'est-à-dire que les pauvres Arabes, finalement, ils rattrapent. Hein, parce qu'ils sont arriérés. Et du coup, et en fait, on a beaucoup flatté, on fait beaucoup de flatteries sur la Révolution française et tout ça. Et je voyais ça dans les médias, c'est-à-dire que c'était plus facile de vendre le printemps arabe en France parce que le gouvernement français, c'est un gouvernement issu de la révolution bourgeoise française et qu'il y a cet élément de la mission de civilisation de la France, la mission et l'idéologie des droits de l'homme, qui est l'idéologie de la bourgeoisie occidentale. Et donc, je pense que ça, c'était plus facile à vendre en France de ces points de vue, alors qu'en Angleterre, c'est traditionnellement conservateur. C'est-à-dire, révolution, c'est pas pour la reine, c'est pas exactement que la reine. Donc, quand la reine est derrière une révolution, on sait qu'il y a quelque chose qui tombe par an. Et donc, la presse. Mais ce que je voyais dans la presse en général, et ce qu'on voit en France, c'est que moi, je n'ai vu. Dans la presse dite conservatrice, comme le Figaro, on trouve beaucoup plus d'honnêteté sur les guerres coloniales que dans les presses dites de gauche, comme Le Monde ou Libération. Ils étaient à fond derrière toutes les guerres, hein, parce qu'ils sont déguisés en guerre populaire, révolution populaire, etc. Donc là, alors que dans le Figaro, ce monsieur qui écrit pour le Figaro, Renaudot, c'est ça? Georges Malbruno. Oui, donc lui, par exemple, il a soutenu aussi du reste, hein. Frédéric Ponsin, je pense, qui a écrit un bouquin sur... C'était Frédéric Ponsin, n'est-ce pas? Un spécialiste français qui avait écrit un livre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus son nom, mais il a écrit un livre sur la Syrie où il disait que c'était, oui, c'est n'importe quoi ce qu'il fait les médias. Il était soutenu par le journaliste du Figaro. Donc aujourd'hui, pour les guerres, puisque peut-être la presse conservatrice représente, ils ne mentent pas, c'est-à-dire qu'ils disent oui, nous sommes de droite. Nous sommes de droite, donc ce qu'ils vont, c'est ça. Alors que la presse de gauche, ils mentent tout le temps sur leur idéologie. C'est-à-dire la presse de gauche qui est véritablement de droite. J'ai consulté pas mal la presse étrangère au fil de mon enquête sur plusieurs années. Et c'est vrai que aux États-Unis, dans la presse états-unienne, on trouve quand même des informations, alors à vérifier, mais on trouve quand même des journalistes, comme dans la presse anglaise, qui sont y compris en poste au Liban, par exemple, ou même qui se déplacent là-bas sur le Moyen-Orient.
mais on trouve quand même des informations sur les activités de la CIA. J'ai trouvé des articles passionnants dans le Los Angeles Times sur, par exemple, comment, quand l'Arabie Saoudite ne faisait pas des vols d'acheminement de munitions et d'armes suffisamment rapidement, comment le Qatar a pris le relais, avec des articles qui étaient fouillés, des correspondants qui étaient sur place, etc. Bon, alors il faut prendre toujours avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a des choses qui peuvent être téléguidées par les services de renseignement, mais j'ai trouvé quand même pas mal de choses sur les activités de la CIA et de différentes associations. Les presse israéliennes aussi. Oui. Dans la presse israélienne, ils parlent beaucoup de leurs activités. C'est ça, quand on lit la presse israélienne, c'est eux qui le disent. Quand tu fais le tour, que tu regardes la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne même, et que tu regardes la presse des pays latins, je dirais, c'est-à-dire principalement, je resterai sur la France, l'Espagne, l'Italie, c'est d'un alignement sur la guerre. Eh bien, ce sont les anciennes puissances coloniales. La France, contrairement à l'Angleterre, elle, qui avait avec la France mandat, c'est du reste intéressant, puisque l'Angleterre et la France se partageaient le mandat sur le Levant, entre la Palestine, la Syrie et le Liban, quoi, ce qui est devenu. Et quand on regarde le contenu de la presse anglaise et le contenu de la presse française, sur la crise syrienne, ça n'a rien à voir. On trouve des articles dans la presse anglaise, même y compris sur l'affaire des migrants, excuse-moi, mais qui sont vraiment plus fouillés, plus cherchés, avec des gars qui essaient d'établir des contacts sur place. Ici, les mecs, ils écrivent des communiqués. Je ne peux pas vous raconter là, tout, parce qu'on n'a pas le temps, mais des trucs que j'ai vus dans les médias français, je veux dire, c'est lamentable. Il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas... Alors c'est vrai que les gars sont pris toujours par le temps. Alors l'excuse, c'est de dire, ah oui, mais l'information va très vite, etc. Bon, ben, dans ce cas-là, on change de métier, puis on va travailler dans les caisses de retraite. Je veux dire, au bout d'un moment... La ligne éditoriale, c'est toujours pareil quand même. Les Guardian en Angleterre... même s'ils ont publié pas mal d'articles un peu plus petits. Oui, des correspondants qui sont sur place. Et les gars arrivent à faire passer des articles qu'ici, tu ne peux pas faire passer. Moi, je ne peux pas tout raconter là, mais la censure que j'ai vécue sur tous les hebdomadaires de la place de Paris, sur un article sur le début de cette enquête, sur les groupes des frères musulmans que je localise en France dans les années 91, 91, 92, 93, c'est là que ça commence, cette enquête, et que je suis après, avec leur société, etc. La censure dont j'ai été victime. J'ai fait le tour de tous les hebdomadaires de la place de Paris pour publier cette enquête, et ça a été une censure totale. Alors là, l'acheter, c'est-à-dire c'est formidable ce papier, on fait 5 pages, et alors après le mec il est en réunion, il est en reportage, il est en vacances, tu n'arrives plus à voir personne, de VSD en passant par au Figaro Magazine, en passant par Paris Match, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express, etc. Et à l'époque, j'ai publié sur 5 pages, c'est le seul journal qui a publié l'enquête sur des réseaux intégristes dans l'Humanité dimanche. Mais après avoir fait le tour de tous les hebdomadaires de la place de Paris. Bon, ça c'est pour donner un exemple. Puis il y a quelque chose aussi qui pèse sur la désinformation en France, c'est que quand tu regardes la presse en Angleterre, en Allemagne, en Russie, par exemple, pour sortir à ces pays-là, dans ces pays, la presse n'a pratiquement aucune aide de l'État. Elle a ou des aides sporadiques, mais elle n'a aucune aide de l'État. Par contre, tu trouves dans ces pays-là plusieurs titres qui ont plusieurs millions de lecteurs. En France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Fédération de Russie, tu as des titres qui tirent à plusieurs millions d'exemplaires. Par contre, quand tu regardes la France, tu as quoi? Tu as des médias qui reçoivent des milliards d'euros d'aide publique directe et indirecte, parce que ça se fait sous différentes formes. Mais par contre, les lecteurs sont en baisse continue. Les journaux perdent leurs lecteurs. Ils sont et le seul maintenant par l'État, n'est-ce pas? C'est une grande différence entre parce que attends, je vais dire un truc. C'est l'hommage du vice à la vertu, parce que le seul journal d'information générale qui maintient son nombre de lecteurs et qui progresse en abonnés, c'est le Canard enchaîné. Et c'est le seul journal de la presse d'information générale qui n'a ni publicité, ni subvention, ni aide de l'État. Mais parfois, en fait, les commentaires
sur les sites internet, ce que je trouve beaucoup plus intéressant et mieux recherché. Le problème est que pendant les guerres en Libye et les guerres en Syrie, je pense que c'était pendant les guerres en Syrie, j'avais vu que le monde arrêtait de publier des commentaires parce que tout le monde se plaignait. Tout le monde disait c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous allez nous vendre maintenant? Vous nous pensez pour des chrétiens, etc. Donc ils arrêtaient de publier des commentaires. Donc ils publiaient leur Observatoire syrien des droits de l'homme, tout ça qui est du non-sens pur et dur, qui a démontré combien de fois que l'Observatoire syrien des droits de l'homme n'existe pas, qui est le Foreign Office d'Angleterre. Continuaient de publier leurs petits reportages et ils devaient supprimer les commentaires. On est arrivé à ce stade-là où, en fait, les commentaires sont beaucoup plus intéressants que les articles et mieux informés et recherchés. Du reste, je veux dire, par exemple, on trouve des fois dans le Canard enchaîné des informations importantes sur l'agression contre la Syrie dont la presse n'a pratiquement pas parlé. Il y a eu en juillet 2012 une tentative de coup d'État qui a été préparée à Tunis par une rencontre avec plusieurs services secrets occidentaux avec les frères musulmans. C'était leur deuxième tentative de coup d'État après celle de 2011, qui visait à faire une série d'attentats qui ont eu lieu le 18 juillet 2012 à Damas pour décapiter, pensait-il, l'essentiel de l'appareil d'État. Ils ont fait rentrer dans le même temps des milliers de combattants djihadistes par la Turquie et par la Jordanie, jusque dans les faubourgs de Damas, et ils pensaient ainsi prendre le pouvoir. Mais le seul journal qui a rapporté, en France, je parle, qui a rapporté ces faits, qui a décrit le complot Barbouzard contre Bachar el-Assad, c'est le Canard enchaîné, et qui a expliqué où avait eu lieu la réunion à Tunis, comment ça s'était passé, etc. Mais ailleurs, vous ne trouverez nulle part, dans la presse écrite française, vous ne trouverez nulle part l'évocation de cette tentative de coup d'État. Alors on a parlé d'un attentat à Damas, etc. Du reste, si j'ai encore, je vais donner une petite précision, c'est qu'il y a un représentant, au moment où il y a eu ce coup d'État le 18 juillet 2012 à Damas, il y a un représentant du Conseil national syrien qui se présente tantôt dans les médias comme représentant du Conseil national syrien en France, tantôt comme représentant de l'armée syrienne libre, qui s'appelle Fahd al-Masri. Et Fahd al-Masri, je vais citer quand même son propos quand il y a eu le coup d'État, le 18 juillet 2012, où plusieurs hauts responsables syriens ont été assassinés, d'autres, ça a fait de nombreuses victimes. Monsieur Fahd al-Masri, dans les médias français, a été interviewé. Il a déclaré que cet attentat était, je cite, une opération de qualité menée de l'intérieur de la salle de réunion de l'immeuble de la sécurité nationale, et d'ajouter que l'opération de ce mercredi est la première d'une série qui sera perpétrée dans les jours qui viennent dans toutes les villes de Syrie. Voilà comment le représentant de l'armée syrienne libre, qui vit tranquillement actuellement à Paris, M. Fahd al-Masri, a qualifié cet horrible attentat. Alors, il y a une question qu'il faut poser au président de la République, à M. Hollande, à son ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, et puis aussi au ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'il considère que l'attentat qui a eu lieu à Paris le 13 novembre dernier, qui a fait 130 morts et de nombreuses victimes, attentat qui a été commis par des individus de la même mouvance idéologique que celle que représente M. Fahd al-Masri, s'agit-il, messieurs, d'une opération de qualité ? Bonne question. J'avais vu, moi, donc justement, par des commentaires, beaucoup de gens qui disaient s'ils font du bon boulot là-bas, peut-être qu'ils ont fait du bon boulot ici. C'était une question. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Alors, je vais vous laisser chacun conclure un petit peu. On va commencer par toi, Thierry. Tu es toujours avec nous ? Oui, je suis toujours là. Moi, j'ai écouté tout ce qui vient d'être dit. Moi, je me demande comment on peut se sortir de tout ça et comment on peut remettre nos gouvernements au service de nos peuples et non pas au service d'intérêts qui viennent semer la mort partout, et y compris sur son propre sol, puisque, je le répète, ce qui s'est passé récemment à Paris est la conséquence de la politique de la France ici, et
Et donc, c'est de la responsabilité du gouvernement français ce qui s'est passé à Paris. Donc, je ne sais pas comment on peut se sortir de tout ça. Je crois que d'abord, il faudra changer la Constitution et changer l'essentiel du personnel politique. D'accord. Moi, j'ajouterais qu'il Ouais. faudrait que les gens, le public aussi, investissent dans le média, dans un média libre. Parce que c'est quand même une guerre d'information qui se passe. Et je pense qu'une population bien informée, critique de leur gouvernement, une population comme ça n'aurait jamais manifesté pour le Je suis Charlie le mois de janvier. Les gens qui ont manifesté, ils étaient complètement des gens intelligents, des gens éduqués, beaucoup de ces gens qui ont manifesté, mais qui étaient manipulés par la désinformation de la presse. Et c'est peut-être pas toujours leur faute. Pourquoi? Parce que tous les gens travaillent. Ils ont du travail à faire. Ils ont leur vie, leur famille. Donc, quelque chose se passe, ils sont manipulés par les émotions, les médias et tout ça. Donc, mais ces gens-là, généralement, moi je trouve que s'il y a suffisamment de presse libre, c'est-à-dire la presse financée par le public directement, donations, des comités de surveillance du peuple, comme ici par exemple, c'est une presse populaire. Voilà. Donc si on arrivait à multiplier tout ça, et avoir les fonds pour le faire, parce que pour les médias alternatifs, bon, il n'y a pas trop d'argent. Donc les gens, il faudrait acheter des studios, il faudrait... là, on pourrait imaginer que la dissidence vis-à-vis la guerre contre le terrorisme se monte et arrive à un point où on a une masse critique. Une masse critique de gens qui arrivent à qui faire disent basculer les choses, plus ça, et qu'on manifeste contre l'OTAN, et qu'on manifeste contre les guerres, et qu'on manifeste, et tout en manifestant en même temps contre l'austérité, contre le capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut tous... En fait, en France, on a tous ces... Et en Europe en général, on a évoqué le sujet, je pense, avant, on manipule les gens tout le temps. Donc pendant les guerres en Libye, les guerres en Syrie, comme tu as dit, on ne manifestait pas contre les guerres. Mais on a manifesté pour le mariage homosexuel ou contre, pour ou contre. C'était n'importe quoi. On était pratiquement dans une troisième guerre mondiale. Et là, on manifeste pour ce genre de choses. C'est-à-dire que on chrétienise la population, en fait, avec ces faux débats. Et ça, je pense, si le média alternatif est suffisamment bien soutenu par le public, on pourrait bien imaginer de plus en plus de ça. Et on voit aussi des autres États qui sont en train de devenir plus forts, parce que maintenant on a Russia Today en français, et c'est en espagnol, c'est en arabe. Ça va être diffusé en Afrique, ça va beaucoup influencer. On a Afrique Média en Cameroun. Donc on a de plus en plus Al-Mayedine aussi, qui maintenant sont en train de faire de plus en plus de choses en anglais et en français aussi. Donc, on a une chaîne en Angleterre qui s'appelle Levant TV, aussi, c'est une chaîne qui vient d'arriver. De plus en plus de choses tout le temps. Donc, je pense qu'il faudrait aussi des patrons, c'est-à-dire, parmi les élites, il y a des gens riches, un patron de... Bon, moi, je l'ai vu quand j'étais en Chine. J'ai rencontré le directeur d'un site web en Chine qui s'appelle Force Media. Et là, en fait, c'est financé par un millionnaire chinois qui était dégoûté par les désinformations sur la Chine avant les Olympiques, quand on a manipulé le conflit avec Tibet. Il était tellement dégoûté qu'il a décidé de financer un centre médiatique. Là, il y a 50 personnes qui travaillent tout le temps. C'est vraiment professionnel. Et ça montre qu'en fait, c'est possible, même des gens comme ça. Donc, c'est une guerre d'information, donc sans information plus fiable, on n'arriverait jamais, à mon avis. D'accord. Et Jean-Loup, alors, toi, qu'est-ce que tu dirais en conclusion alors? Je dirais en conclusion déjà qu'il faut remercier Meta TV d'avoir organisé cette réunion. Non, oui, tout à fait. Non, mais je le dis parce que
56, le communiqué de publication a été envoyé à 531 journalistes de la presse parlée et écrite française. Pas un n'a bougé. Au lendemain des attentats du 13 novembre, nous avons renvoyé un communiqué sur le livre, parce que ce livre, comme vous le disiez tout à l'heure au début de l'entretien, établit les relations entre le pouvoir politique français et les organisations criminelles proches des frères musulmans. Donc c'est un travail qui était quand même assez conséquent. Et je voulais en profiter pour aller à la suite de ce que disait mon confrère, pour que Meta TV, comme nous avons Thierry Messant en ligne avec Damas, soit un relais de solidarité. C'est-à-dire que Thierry, tu m'entends là ? Oui, oui, oui. Voilà Thierry, je voulais te dire qu'en hommage aux 37 journalistes syriens qui ont été assassinés par des groupes de la prétendue opposition syrienne entre 2011 et 2014, journalistes auxquels mon travail est dédié, avec ma maison d'édition, la société IS Édition et moi-même, nous avons décidé de donner les droits de reproduction, droits d'auteur, etc., à une maison d'édition syrienne pour qu'ils puissent avoir le livre 56 qui démonte la partie, comment les frères musulmans ont procédé en Occident ici et qui explique aussi qui sont vraiment ces personnages. Et nous sommes donc à la recherche d'un éditeur en Syrie à qui nous céderions les droits. Et si tu peux être notre intermédiaire et notre ambassadeur, eh bien écoute, Alors, la balle est dans ton camp. alors, je peux être l'intermédiaire, mais en ce moment, il est assez difficile d'imprimer des livres ici parce qu'il y a Oui, très peu de papier oui. et pratiquement impossible de diffuser vraiment des livres ici pour le moment. Voilà. Donc, c'est ça que pour l'essentiel se fait par Internet, mais le problème, c'est d'abord de traduire ton ouvrage en arabe. D'accord. Et sinon, le livre existe en version numérique, donc le mieux serait par Internet. Oui, absolument. Ok. Là, ça serait très facile. Bon, alors je vais voir avec mes traducteurs syriens. D'accord. Bon, en tout Voilà. cas, moi, je vous dis un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale. Je pense que le public aussi, lui, se réjouit de cette initiative. Là, et pour preuve, c'est le succès incontestable du nombre de spectateurs qui a presque doublé par rapport à nos chiffres habituels. Donc, ce qui prouve que les gens portent le plus grand intérêt pour cette affaire et pour aussi entendre voilà, une autre analyse des choses que cette pensée unique médiatique qui nous est servie à longueur de temps et pour lesquelles, je pense, beaucoup d'entre vous commencent à en avoir un petit peu assez quoi, et envie d'entendre peut-être une autre version des choses. En tout cas, merci. Donc, merci Gerard Coleman, merci Jean-Louis Ambert, merci Thierry Messant. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour ce qui est des métanotes demain pour une autre émission avec aussi d'autres invités pour cette semaine spéciale attentat sur Meta TV. Grand merci évidemment à la régie qui était au taquet encore ce soir. Grand merci à tous les métanotes connectés. Je ne pourrais pas tous vous citer comme d'habitude, mais en tout cas merci à vous puisque vous étiez très 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 nombreux, y compris sur le chat, inhabituellement très 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 nombreux. Merci évidemment aux modérateurs, je vous oublie pas, et je vous dis à demain. Et vous savez très bien la maxime de l'émission, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Merci, ciao. Bonsoir.